Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Périscope de l'insolite. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est l'art est-il l'antichambre de la méditation? Alors, j'ai tenu pour cela à commencer par vous jouer un morceau de piano qui habituellement fait partie du générique que vous connaissez sur ma chaîne. Ce générique, j'ai préféré vous le jouer en direct et vous en expliquer un petit peu la genèse. Il s'appelle la patate exaltée. Bon, c'est pas très fin, hein, je comprends. Cette patate exaltée, on me pose la question, pourquoi avoir appelé ce morceau la patate exaltée? Il fut un temps, j'étais pianiste et j'accompagnais les films muets, j'adorais ça, ou certaines pièces de théâtre. Et de tout ce que j'ai pu déchiffrer à l'époque, des morceaux de cette époque-là, tiens, j'ai dit deux fois époque, oui, bon, pourquoi pas. euh, je n'ai jamais trouvé aucun ragtime ou aucun one step to step, aucun cakewalk ou aucun piano stride qui fut écrit, disons, en U dièse mineur. Donc je me suis dit, tiens, ce serait bien de pallier à cette carence et de créer un morceau un peu amusant en U dièse mineur, ce qui est une tonalité que j'adore, que j'affectionne particulièrement, sur ce vieux piano Blüthner qui a maintenant 122 ans. Quoi, hein. J'ai tenu à avoir un Blüthner de cette période-là, parce que c'est un peu Stradivarius du piano. Hein, voilà, sa sonorité, il est accordé au 436, non pas au 440. Euh, Bon, il y a un petit peu la guéguerre entre ceux qui disent qu'il faut 440, 435, 436, 432. À Venise, ils sont montés au 465 pour les opéras. Euh, j'ai lu des articles très intéressants de scientifiques qui disent que ça n'avait aucune importance, etc. Moi, par contre, en tant que musicien, vraiment, je sens la différence, disons, quand je joue sur un piano accordé au 435. D'ailleurs, tous les grands maîtres, comme Chopin, comme Mozart aussi, comme Tchaïkovski, Wagner, enfin, tous ces grands maîtres ont travaillé sur du 435 et non pas du 440. Alors évidemment, le 440, c'est plus brillant, ça flatte un petit peu l'oreille du non-mélomane, sûrement, je suppose. Un petit peu comme dans les concerts où euh, je ne vais plus dans certains concerts parce que c'est épouvantable. Euh, on n'a pas le temps, disons, de digérer la dernière note, déjà qu'il y a quelqu'un qui commence à applaudir. En plus, il faut qu'il crie bravo. Bon, pourquoi pas, hein, donc on n'a pas entendu la dernière note, déjà il a applaudi, et en plus il crie bravo, hein, au cas où on n'a pas compris qu'il applaudissait. Je ne supporte pas ça, ça m'énerve, c'est mon choix, c'est comme ça, mais je trouve ça. C'est pas. Les mélomanes, ceux qui aiment vraiment la musique, n'agissent pas ainsi, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, beaucoup de musiciens détestent ça, mais ne le disent pas. C'est bon. Alors, pourquoi la patate exaltée? La question, on y revient, quoi. C'est un titre particulier, mais qui a un historique. Ça s'est passé, alors oui, ça s'est passé à la cafétéria de l'université d'Harvard, à une époque où une patate complètement exaltée était en train d'échanger des points de vue avec un canard, voilà, un gros canard, un bon canard, sur, disons, une question fondamentale. Cette question fondamentale était la suivante. Est-ce que la Lune est à la Terre ce que la mouche est au camembert? Voilà cette question fondamentale. Là, on touche ce qu'on appelle la pataphysique. La pataphysique, je tiens à rendre hommage à Alfred Jarry, à Boris Vian, à Raymond Queneau. Vous avez créé, je crois, à l'époque, en 1948, l'Institut national de la pataphysique, qui est un institut, disons, qui gère un petit peu les idées absurdes. Moi, pour moi, une patate exaltée qui discute avec un canard, on n'a rien d'absurde, ça peut arriver. En tout cas, ce n'est pas aussi absurde que le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Je ne parle pas de la France spécifiquement, c'est une globalité. Hein. Bon. Alors, pour rentrer un petit peu... Ah, si j'ai oublié aussi un autre
pataphysicien qui était dans l'absurde, c'était Jacques Steinberg, qui avait écrit des bouquins très intéressants. Notamment, il disait euh, qu'il était si poli qu'il avait mis sa femme devant le jour de sa mort. Oui, bon, c'est de la pataphysique, c'est de l'absurde. J'aime beaucoup l'absurde. C'est une science difficile. Donc revenons au thème. Le thème, l'art est-il l'antichambre de la méditation? Moi je pense que oui. Je vais essayer de vous en donner des raisons. Si j'avais été ministre de l'Éducation nationale, ce qui n'arrivera jamais, non, non, c'est pas possible, mais j'aurais instauré une obligation à la maternelle d'initier les tout petits enfants à l'art en général, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse, que ce soit l'art. La pratique d'un art, quel qu'il soit, qui soit au goût, disons, de la personne ou du petit enfant qui le pratique, peut lui apporter énormément de choses, notamment la concentration, l'imagination, et en même temps, on peut l'aider à se libérer, disons, de colère, de choses comme ça, qui peut, disons, nuire dans la continuité de sa petite vie. L'art nous a été donné pour être pratiqué, quel qu'il soit. Hein, je ne suis pas spécialement porté que sur la musique. Pour ma part, j'ai eu cette chance d'avoir un père qui avait fait les beaux-arts, qui était paysan aussi, qui était professeur d'art plastique. Donc tout petit, j'étais entouré, disons, de peinture, de sculpture, et surtout de musique, de Chopin, qu'il écoutait pendant qu'il peignait, tout ça. Donc dès ma plus petite enfance, j'étais accoutumé à écouter cette musique-là. Ces musiques-là, c'est une éducation. Tous ces grands compositeurs qui ont été des grands maîtres, qui sont venus à nous, nous ont laissé des choses extraordinaires pour notre bien-être, quoi. Voilà. Que ce soit Beethoven, que ce soit Mozart, que ce soit Bach ou Chopin, peu importe. Ils sont tous les jours joués dans le monde, hein, et même dans 300 ans, ils seront aussi autant joués, très certainement. Si on est là encore dans 300 ans, évidemment. Hein. Mais toutes ces musiques que vous entendez partout, qu'on appelle des musiques, nous, au kilomètre, quoi, voilà, hein, elles sont éphémères. Voilà, on n'en retient rien, parce que elles vont apporter peut-être un petit bien-être, disons, temporaire, mais voilà. Alors, je précise, j'aime la musique classique, évidemment, dite classique, bien que le mot ne me plaise pas, mais j'ai adoré, je peux écouter du hard rock, je peux écouter, j'ai adoré tout ce qui s'est fait à l'époque à Woodstock, enfin voilà, hein, euh, j'aime les musiques, disons, latino, je ne suis pas non plus, hein, je n'ai pas des œillères, quoi. Voilà, j'aime toutes les musiques, même le tango, du moment que ce soit de qualité, évidemment. Voilà. Alors, l'art, quand on le pratique, en fait, nous apporte quelque chose de particulier. Que ce soit peinture ou pas, hein, ou dessin ou pas, ou musique ou pas. En fait, ça nous apporte la concentration sur un point précis, ce que l'on fait. Et ça enlève, disons, les idées ou les flottements parasitaires que l'on peut avoir dans le mental, tout autour de nous. Donc, s'il fallait résumer un petit peu la méditation, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour méditer, ce qui est complexe, hein, à expliquer, en fait, ce sont des phases. D'abord, se détendre le corps, lâcher les muscles des mâchoires, hein, ne plus sentir le corps. Ensuite, être dans une position confortable, hein, et arriver à axer son esprit sur un point, la concentration. Et au bout d'un moment, arriver à enlever ce point complètement et être dans la non-pensée. C'est ce qu'appellent les Tibétains le plan causal. Voilà. Et là, c'est la voie vers Bouddha. Mais c'est difficile. Mais on peut y arriver. L'art peut aider à nous amener à ça. Beaucoup d'artistes ou des gens qui pratiquent l'art, très certainement, ont une facilité spirituelle supplémentaire à accéder à certaines choses. Parce qu'ils pratiquent ça. Voilà. Ce que je vais, pour finir, ce que je vais vous jouer maintenant, c'est un morceau que j'ai composé j'avais 19 ans. C'est un morceau qui est issu d'une colère. Comme quoi, on peut partir d'une colère et aller vers quelque chose
peut-être un petit peu plus lumineux. Je m'étais, à 17 ans, je m'étais retrouvé enfermé sur un balcon et je n'avais pas apprécié. Donc, les adolescents, on est un peu spéciaux. J'avais un caractère très très vif et j'ai donné un coup de poing dans un carreau. Je l'ai traversé et j'ai retiré ma main dans le verre brisé. Si bien que je me suis retrouvé avec deux tendons extenseurs sectionnés, et voire même il a manqué un petit bout de chaque. Donc il a fallu une chirurgie réparatrice très particulière. Je me suis retrouvé avec le doigt paralysé, le pouce droit comme ça. Je ne pouvais plus le plier. Donc au piano, pour faire des passages de pouce, c'est difficile. Et pour faire des écarts, ce n'était pas possible aussi. Et là, j'étais un peu désespéré parce que bon, ben, le piano, je le travaillais beaucoup. Donc, je me suis dit, c'est fichu, c'est fini. Donc il a fallu que j'invente, disons, un exercice, une étude pour pouvoir me rééduquer le, le pouce que je vais vous jouer maintenant, que j'ai finalisé à 19 ans quand j'étais en Espagne. Donc c'est très très espagnol, hein. Ce sont des accords qui sont très basiques, très bateaux, mais c'était surtout pour travailler ma main gauche. Je vais vous demander aussi de l'indulgence envers mes mains, parce que hum, ça fait que 3 mois que j'ai repris le piano et je n'avais plus joué de piano depuis 2008, donc cela faisait 16 ans que je n'avais pas joué de piano parce que pour des raisons qui me sont personnelles, oui, je ne voulais plus du tout jouer de piano. Voilà, je n'ai pas à vous expliquer pourquoi, c'était ainsi. Donc je m'y suis remis il y a à peine de 3 mois quand je suis tombé amoureux de ce, de ce, de ce meuble, quoi, qui est un Stradivarius du piano en quelque sorte. Et donc j'ai eu l'envie de m'y remettre. Donc je vais vous interpréter pour la première fois, d'ailleurs, je n'ai jamais voulu l'enregistrer en public, donc cette étude hispanique pour la main gauche, voilà, que j'avais composée quand j'avais 19 ans. Voilà. Et je vous dis, ben, si vous voulez, on se retrouvera pour un nouvel épisode du Périscope de l'insolite sur notre sujet, bien évidemment. Donc je vais interpréter ce morceau et vous saluer à la fin. À bientôt.